Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde autour du livre tactile illustré. Donc déjà pour vous dire que nous garderons également quelques minutes pour évoquer avec Marie-Luce Seva la communication alternative et améliorée. Et ce que je vous propose aussi, c'est que toutes les questions que vous pouvez vous poser sur des projets de médiation avec des livres tactiles illustrés ou la CAA, vous les gardiez pour la fin de l'intervention. J'en profite pour deux choses. Tout d'abord, me présenter. Je m'appelle Katia Fontcave, je travaille à la Bibliothèque municipale de Dijon et je suis par ailleurs présidente du groupe Bourgogne de l'Association des bibliothécaires de France. Et je remercie également Sophie Blin et toutes ses équipes pour m'avoir confié l'animation de cette table ronde. Donc, comme Sophie l'a indiqué, cette table ronde prend place dans la continuité de tout ce que vous avez pu entendre depuis ce matin. Et à travers en fait cette table ronde, l'idée est de voir aussi comment le livre tactile illustré, qui reste un objet éditorial, devient un objet de médiation. Et donc pour cela, je suis absolument ravie d'accueillir donc nos intervenantes à qui que je vais présenter. Tout d'abord Marjolaine Baillet, qui est psychomotricienne à l'Institut des jeunes aveugles Louis Braille. Anne Chotin, qui est intervenue ce matin et qui est donc professeure agrégée de lettres et formatrice en éducation inclusive à l'INSEI. Hélène Cudzia, qui est bibliothécaire à la ville de Paris. Camille Morando, qui est médiatrice culturelle adaptée donc aux doigts qui rêvent. Et puis donc Marie-Luce Seva, qui est directrice d'un tiers-lieu à Amiens. On reviendra dessus un peu plus tard. Pour bien comprendre, en fait, pour que les spectateurs, oui, les spectateurs, et une idée de vos contextes respectifs de travail, je vais du coup vous demander quelques brèves explications sur ce que sont vos métiers, justement, en commençant par vous, Marjolaine. Bonjour, donc Marjolaine Baillet, je suis psychomotricienne à l'Institut national des jeunes aveugles Louis Braille à Paris, et je travaille au service d'aide aux familles d'enfants déficients visuels. C'est un service qui accompagne les enfants déficients visuels de 0 à 6 ans en se déplaçant sur leur lieu de vie. On est une équipe pluridisciplinaire et nous, les psychomotriciens, on intervient d'abord au domicile et ensuite, quand les enfants sont en situation d'inclusion, à la crèche et à l'école. On a une double mission, celle d'accompagner le développement psychomoteur de l'enfant, donc l'aider à investir son corps comme moyen d'action, comme moyen d'être en relation et comme moyen de découvrir. Et le deuxième volet de notre action est de soutenir l'inclusion. Le projet est vraiment de s'occuper de l'enfant, mais accompagner également ceux qui sont auprès de lui au quotidien, donc les parents en premier lieu, mais également être présent auprès des professionnels qui accueillent les enfants au sein de ces structures, pour leur apporter des connaissances par rapport au handicap visuel, du matériel spécifique et que tout le monde puisse gagner en compétences. Merci. Anne, je vous passe le... Oui, donc Anne Chotin, j'ai d'abord été professeure de lettres pendant 15 ans en lycée, donc j'ai notamment préparé les élèves au bac français. Et puis, depuis quasiment 15 ans maintenant, je forme les enseignants spécialisés. Donc, je forme notamment ceux qui vont accueillir des élèves aveugles et malvoyants. Il y en a dans la salle que j'ai eu en formation il y a peu de temps. Et donc ça, c'est pour l'INSEI qui se trouve à Suresnes, l'Institut national supérieur pour l'éducation inclusive. Et dans cet institut, je travaille aussi dans un service qui produit des images en relief, notamment pour adapter les programmes scolaires, donc tout ce qui est iconographique, par le système du thermogonflage, donc des images qu'on passe dans un four pour produire du relief. Merci Anne. Ensuite, c'est à Hélène de présenter sa réalité de travail. Bonjour, donc je m'appelle Hélène Cudzia, moi aussi comme Anne j'ai été prof avant. Maintenant je suis bibliothécaire, je suis aveugle, je suis aussi maman
J'ai travaillé pendant quelques années à la médiathèque de l'association Valentin à Huy, donc je connais l'aspect public spécifique, j'ai pu bien m'y former. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 12 ans dans une bibliothèque de la ville de Paris qui avait un pôle d'accueil des publics aveugles et malvoyants. Merci. Et enfin Camille. Marie-Luce se présentera tout à l'heure. Donc, je m'appelle Camille Morando, je travaille depuis 5 ans maintenant au Doigt qui rêve en tant que médiatrice culturelle adaptée et designer tactile. Donc ça consiste à animer des ateliers, à concevoir des ateliers et des médiations pour tous les publics autour des albums tactiles illustrés. Donc ça va être des actions qui vont être dans différents types de lieux. Ça peut être dans des musées, dans des bibliothèques, dans des centres sociaux, dans des EHPAD par exemple. Et puis je vais aussi concevoir certains outils, ça peut être des livres ou des outils de médiation. Et puis j'interviens dans la conception des livres dès le départ du projet d'adaptation en fait, pour essayer d'anticiper la façon dont les livres vont être utilisés et les rendre les plus riches possibles. Merci beaucoup. Et donc l'idée en fait avec cette présentation est de vraiment montrer que malgré des réalités de travail différentes, il y a quand même des points communs, notamment celui de la médiation et du fait que vous êtes toutes des médiatrices et des passeuses. Du coup, en commençant par vous Camille, comment utilisez-vous en fait le livre tactile illustré dans votre pratique? C'est vous qui commencez parce que forcément c'est un regard ou en tout cas une utilisation, enfin vous créez en fait l'utilisation du livre tactile. Oui, enfin, en tout cas, je vais donner des pistes d'utilisation des livres tactiles par le biais de fiches de médiation notamment. Donc en fait, pour chaque livre, il y a une fiche de médiation qui est associée. On peut les retrouver aujourd'hui grâce à un QR code qu'on flash et on va avoir plein de pistes d'utilisation, des idées d'activités pour aller plus loin qu'une simple lecture et utiliser ce livre comme un véritable outil pédagogique finalement. Et puis poursuivre la lecture par tout un tas d'activités sensorielles avec différents types de publics. Donc voilà, ça c'est une utilisation, enfin disons que c'est une partie de mon travail. Après j'utilise aussi les livres tactiles dans les ateliers que je propose dans les structures bien sûr. Donc je les utilise, en fait moi je n'utilise pas forcément un seul livre tactile, je vais utiliser beaucoup de livres tactiles en même temps. Donc j'apporte une sélection d'ouvrages adaptés au public que je vais rencontrer bien sûr. Donc, par exemple pour des tout petits ça va plutôt être pioché dans la collection Premier Éveil et puis pour des personnes âgées en EHPAD par exemple je vais plutôt piocher dans la collection Point d'Or avec des livres d'artistes assez intergénérationnels et puis après je vais proposer surtout une découverte libre des livres tactiles et puis j'essaye d'accompagner les personnes à oser manipuler les éléments, à toucher de façon la plus riche possible les illustrations, essayer de montrer comment ces livres ont été conçus. Et puis après cette découverte des livres tactiles, je propose une activité. Donc ça peut être par exemple de l'éveil sensoriel, mais aussi de la création, créer son propre petit livre tactile ou faire du dessin en relief par exemple. Merci beaucoup. Marjolaine, à votre tour. Alors c'est vrai que les fiches de médiation du coup créées par Camille nous aident dans notre pratique. Moi je n'ai pas beaucoup de livres tactiles à la fois dans mon sac, mais il y en a souvent un. Parce que c'est un formidable outil de soutien à l'inclusion. C'est un matériel spécifique qu'on peut apporter pour un enfant déficient visuel en classe. On a vu ce matin toutes les vertus et tous les bénéfices que les enfants soient dès le plus jeune âge en contact avec des livres tactiles illustrés. Et c'est vrai qu'en maternelle, la plupart des apprentissages se font au travers d'albums de la littérature jeunesse. Et les enfants déficients visuels n'ont pas accès au plus grand nombre. Donc dès qu'il y a un album tactile illustré qui existe, ça nous permet de fournir des choses à toucher, des choses à voir, à regarder et surtout à partager avec leurs pairs, parce que tous les enfants sont curieux de venir manipuler ces livres. Souvent, moi je les exploite avant en séance pour que l'enfant déficient visuel ait vraiment le temps
de découverte qui est nécessaire et qui est un petit peu différent, plus long que le temps de découverte des enfants voyants. Et ensuite, on ramène le livre dans le groupe. On parle après des exemples de médiation. D'accord. Quand on s'était parlé au téléphone, vous m'aviez expliqué aussi les différents degrés de motricité, enfin tout ce que vous faisiez. Vous pouvez dire un petit mot là-dessus? Alors, en médiation, en psychomotricité, le livre, justement, sert de médiateur. C'est-à-dire que c'est un support pour travailler différents axes de développement de l'enfant en fonction de leur projet thérapeutique. Donc ça va pouvoir être d'abord la motricité fine dans la découverte du livre, et puis ensuite diverses activités de découverte autour du livre. Parce que je me suis rendu compte que les enfants pouvaient répéter le texte entendu, mais sans avoir de réelle expérience derrière tous ces mots. Donc on verra plus tard dans le diaporama, j'apporte du matériel pour créer des expériences concrètes, des expériences motrices et sensorimotrices qui partent du récit. Merci beaucoup. Anne, je vous passe le micro. Pour moi, le livre tactile, c'est une façon d'illustrer mes cours en montrant aux enseignants ce qu'ils peuvent utiliser comme support d'inclusion, par exemple dans les classes, pour qu'eux-mêmes relaient auprès des enseignants des classes de référence dans lesquelles sont scolarisés les élèves certains ouvrages qui marchent bien et qui sont connus de tous les enfants. Donc on avait vu un exemple avec Spot, par exemple, ce matin. Donc l'idée, c'est de vraiment leur montrer que l'enfant doit utiliser ses deux mains pour repérer les illustrations, pour pouvoir décoder le texte, pour pouvoir aussi faire le rapport entre texte et légende. Donc le livre tactile, c'est un moyen pour l'enseignant déjà de vérifier comment l'élève s'approprie un texte et s'il met du sens, comme ce que disait la collègue, sur les mots qu'il décode, qu'il lit, et de voir qu'il les comprend ou quel sens il donne à ces mots et à ces réalités aussi qu'il touche. Est-ce qu'il comprend bien que à cet endroit c'est l'oreille et c'est pas la queue, là on ne voit que deux pattes parce que l'animal est vu de profil. Enfin voilà, il faut vraiment faire prendre conscience aux enseignants qui arrivent en formation que la modalité tactile est différente de la modalité visuelle et que c'est à eux de faire établir ces passerelles aux élèves. Donc c'est vraiment une illustration directe des cours et puis sur demande évidemment ils peuvent me voir lire aussi pour qu'on voit comment s'opère la lecture par un adulte. Et puis sinon comme Hélène en tant que parent aussi aveugle, moi, le livre, il a été, parce que maintenant mon fils, c'est un ado de 14 ans, donc je pense qu'il connaît par cœur la bibliothèque des doigts qui rêvent et on passe un peu à autre chose, mais ça a été vraiment un support de connivence et d'éducation, d'affection, enfin ça on y reviendra, je pense. Et du côté d'Hélène et de la bibliothèque, alors comment est intégré ce livre tactile? Alors moi je rebondis sur ce qu'Anne a dit, effectivement, moi aussi auprès de mes collègues, je montre et je répète que le dessin tactile, ça n'a rien d'intuitif, et qu'on regarde pas un dessin et on se dit je sais ce que c'est, et c'est beau, j'aime ou j'aime pas. Que vraiment, notre rôle en bibliothèque, c'est aussi, comme pour tous les autres professionnels, d'accompagner la lecture tactile, de faire en sorte que l'enfant, il a vu la vache qui est en bas, mais qu'il n'oublie pas la lune qui est en haut, qui va aussi donner une indication. Alors moi je travaille en bibliothèque, je travaillais dans une grande bibliothèque municipale qui du coup, comme je pense la plupart des bibliothèques, acquièrent des livres tactiles et on va à la fois essayer de développer des services
et un accompagnement pour les déficients visuels, quel que soit leur âge et quel que soit leur statut, qu'ils soient enfants, parents, grands-parents, proches voilà, d'un enfant à qui on lit. Et on a l'habitude de dire aussi que la bibliothèque, c'est pas l'école. Donc on est là pour lire pour son plaisir. Alors bien sûr, on va faire des liens de temps en temps avec des apprentissages, mais on est quand même là parfois pour dire qu'on peut prendre un peu de distance avec ce qu'on va faire en psychomotricité et ce qu'on va faire à l'école. On a le droit de faire autre chose à la bibliothèque. Donc moi j'ai eu la chance de travailler dans une grande bibliothèque avec un budget qui fait envie à beaucoup. Donc on avait souvent les moyens d'acheter les livres en 2 exemplaires, un qu'on pouvait garder dans un fond un peu à part pour être toujours sûr d'avoir de quoi organiser des médiations sur place et pour avoir toujours des livres à proposer aux enfants déficients visuels qui viennent ou à leurs parents déficients visuels qui lisent à des enfants qui voient bien, et un 2e exemplaire qui était en bac et qui là est accessible à tout le monde et qui est emprunté aussi par tout le monde. Est-ce que je dois encore parler ? Je peux encore dire 10 000 choses, mais il faudra m'arrêter en fait. Donc voilà, après, on sait aussi l'importance, donc je parle d'un placard d'un côté fermé, où on va aller nous chercher les livres, et d'un bac, et on est aussi attentif à ce que l'enfant déficient visuel, qui a aussi envie de farfouiller dans les bacs de la bibliothèque, puisse aussi avoir cette expérience, donc à recréer parfois des caisses de livres pour qu'on ne soit pas dans une logique peut-être un peu comme à l'école, où finalement on va apporter le livre qu'on a pensé pour l'enfant ou qui est utile à ce moment-là, mais lui laisser aussi une certaine liberté de choix parce qu'il a envie d'un gros livre, d'un petit livre, d'un livre mou, dur, etc. Merci beaucoup. Donc, du coup, on voit comment vous utilisez tout le livre tactile dans votre pratique quotidienne. L'idée, là, ce serait de nous relater une expérience, un projet, une anecdote que vous souhaiteriez donc partager. On va effectivement, du coup, commencer par Marjolaine et Camille avec on peut dire un regard croisé sur la conception de la fiche médiation et donc, en fait, ensuite, l'utilisation en séance de cette fiche ou tout l'accompagnement qui peut être fait autour. Donc, le livre utilisé est donc C'est mon arbre, œuvre originale d'Olivier Talek, paru en 2019 et adapté par Les Doigts qui rêvent en 2021. C'est vous, Camille, qui avez réalisé la fiche médiation. Donc, comment avez-vous pensé cette fiche ? Et je crois qu'il y a des choses que vous penseriez maintenant différemment, si j'ai bien suivi ce que vous m'aviez expliqué. Et puis, vous, Marjolaine, comment vous êtes saisie de cette fiche et vous l'avez implémentée. Donc on va passer un diaporama, il y a des photos qui seront commentées au fur et à mesure, en sachant que les premières photos, ce sont des illustrations envoyées par Camille du livre. Voilà. Oui, alors effectivement, le livre C'est mon arbre, c'est le premier album que j'ai adapté quand je suis arrivée aux Doigts qui rêvent. C'était intéressant d'être des 2 côtés du livre aussi, si on peut dire. Donc j'étais à la fois du côté conception des illustrations et du côté fiche de médiation, donc utilisation du livre. Donc pour ce livre-là, il y avait la représentation des personnages qui était un petit peu particulière. La volonté, c'était de symboliser les personnages par leur derrière. Donc en fait, on pouvait les différencier par leur queue qui était différente. Donc un pompon pour le lapin, une ficelle pour la souris, une queue en panache, en fourrure pour l'écureuil par exemple. Donc dans la fiche de médiation, il y avait aussi des activités pour aller plus loin et proposer de s'approprier cette représentation symbolique. Et puis il y avait aussi comme notion importante le passage du 2D au 3D dans le livre qui était facilité par les pop-up. En fait, dans ce livre-là, ce qui est particulier, c'est qu'on peut faire monter les illustrations pour déployer le mur qui d'un seul coup devient très haut ou alors très long ou après carrément en forme de cube. Donc Marjolaine, peut-être tu peux expliquer comment tu t'en es servie. C'est vrai que tout de suite, déjà quand j'ai vu le projet de ce livre, moi ça m'a parlé en psychomotricité par rapport à la question du dedans, du dehors, par rapport à la question de la construction, de la séparation,
La question du point de vue aussi des personnages représentés de dos. Alors c'est quoi de dos, c'est quoi de face, mais si je fais un demi-tour, j'étais de dos mais je suis de face. Et finalement beaucoup d'expériences à faire. Ça m'a parlé aussi parce que le contexte était dans la forêt et que moi je travaille en région parisienne avec des petits-enfants qui ont très peu d'expérience de la nature. Et les livres tactiles illustrés ont cette propriété, cette magie aussi de faire rentrer d'autres choses dans la salle de psychomotricité ou dans la salle d'école et de susciter la curiosité. Parce que le petit enfant déficient visuel, il touche d'abord ce qu'il y a autour de lui. Donc le livre est aussi, ce livre tactile illustré, un premier vecteur de connaissance. On va diffuser les pages du diaporama pour montrer les séances. Donc sur le diaporama, on voit des petites mains sur un tapis antidérapant qui sont en train d'explorer des pommes de pin, parce que le livre commence par c'est mon arbre, je crois, ce sont mes pommes de pin. Et il y a différents types de pommes de pin, des grosses, des petites, des allongées, les écailles très serrées. Et le premier contact avec ce livre, c'était de faire le lien entre la représentation de la pomme de pin dans l'album et des pommes de pin qu'on a pu manipuler, qu'on a pu classifier, qu'on a pu jeter. Et derrière, il y a des petites figurines d'écureuils également représentées. Parce que là, c'est un petit peu plus difficile de faire entrer un vrai écureuil dans la salle de psychomotricité. Mais il y a une figurine en plastique papou, il y a une figurine qui est plutôt un petit sibanian avec une queue très douce, et puis une marionnette dans laquelle on peut insérer sa main. Sur les trois, par contre, on retrouve la caractéristique de la queue en panache. Et ensuite, on a des petites mains qui découvrent une branche d'épicéa, précisément, et de faire le lien avec la pomme de pin vient d'un arbre. Sur l'arbre, il y a une branche, et vous verrez qu'à la fin, on ne s'est pas arrêté juste à cette petite branche. On a bien sûr été, tu peux passer, découvrir les arbres à proximité dans la cour de récréation. Et puis ensuite, on est passé à des activités un petit peu plus et de représentation spatiale et de développement de la motricité fine en utilisant les Lego pour construire des murs, construire un mur tout autour d'une figurine d'arbre, de sapin en Lego. Et on a des petits personnages Lego également à placer à l'intérieur du mur qui fait le tour de l'arbre. Donc tout ça, c'est des activités qui sont proposées dans la fiche de médiation. Donc je me suis approprié certaines. Au début, je passais du temps aussi à la découverte des animaux, puis finalement, je me suis rendu compte que c'était pas, pour moi, de mon point de vue, le plus intéressant dans le récit, mais que finalement, c'était plus les manipulations concrètes. Et sur la deuxième image, on a aussi introduit les lettres de Lego Braille, de l'initiale du nom de chaque animal, pour faire un petit parallèle et une première entrée dans le pré-braille. On est passé ensuite de la motricité fine à la motricité globale pour aller construire un grand arbre, donc construire une grande tour. C'est tout un travail pour un enfant qui ne voit pas, de savoir empiler, le plaisir de faire tomber, les notions haut, bas, droite, gauche. Et puis petit à petit, on a pu construire des murailles autour de l'arbre. L'enfant a pu se mettre à l'intérieur et puis on a pu jouer avec le dedans, le dehors. La question, est-ce que je peux rentrer ? Comment je peux faire pour rentrer ? Comment je fais pour passer par-dessus un mur ? Je fais le tour, je passe au-dessus, j'escalade, je m'organise du coup pour escalader. Et à la fin, bien sûr, on a tout cassé. J'ai oublié de préciser qu'on a mis le gros bazar, tout cassé. Et la dernière illustration, du coup, là, c'est plus une séance vraiment autour de la motricité fine et des premières activités de pré-braille, donc ont été faites sur des feuilles, des verticales en braille. Et là, l'enfant doit commencer à explorer l'espace de la feuille, donc toujours sur cette thématique de l'arbre, de trouver où sont les arbres sur la feuille et de venir appliquer des gommettes
pour représenter le mur de l'arbre. Et puis ensuite, sur un autre travail, d'aller mettre des pommes de pin en haut de l'arbre. Toutes ces expériences, elles ont d'abord été faites en motricité globale pour ensuite revenir à un travail plus scolaire de pré-braille. Là, du coup, on est passé en forêt. On est passé en forêt, merci de me rappeler. Cet album Mon Arbre, je l'utilise souvent en parallèle avec l'album de la chasse à l'ours et maintenant avec l'album de Laura Catabianchi qui est là, de promenade dans les bois. Et on a voulu proposer aux enfants de vivre des expériences concrètes en forêt après avoir expérimenté le craquement des feuilles dans le livre. C'était d'aller chasser le craquement des feuilles dans la forêt. Après avoir entendu le craquement des feuilles, le craquement d'une branche, dans le livre, on a été faire craquer les branches dans la forêt et expérimenter autour de l'arbre. Et ce que les Doigts qui rêvent et les fiches de médiation nous ont donné aussi, ainsi que le travail de design participatif et la recherche avec la FISAF, avec Florence, c'est que de plus en plus on se lance à créer des livres avec les enfants et pour les enfants pour garder trace des expériences qui ont été vécues. Et donc sur la dernière illustration, on a le souffle du vent qui est inspiré du livre de Laura Catabianchi, avec une feuille, un branchage avec des feuilles qu'on a rapportées de la forêt et que la famille a collé dans l'album qu'on avait préparé au préalable. Donc, ce qui est intéressant aussi avec les retours de professionnels comme Marjolaine, c'est de pouvoir ensuite enrichir davantage encore les fiches de médiation, parce qu'il se passe toujours de nouvelles choses, et puis Marjolaine a toujours aussi de nouvelles idées pour utiliser ces livres d'une autre façon. Et donc, on peut voir maintenant la différence entre justement les fiches de médiation comme celle de C'est mon arbre, donc tout au début, et ensuite les fiches de médiation comme celle de La chasse à l'ours, la nouvelle version qui est sortie très récemment, où c'est de plus en plus riche. Maintenant, il y a vraiment énormément de pistes d'activités très variées, et puis avec des retours d'expérience aussi, des fiches pour les enseignants, avec aussi en utilisant les différentes compétences de l'équipe des Doigts qui rêvent pour enrichir ces fiches. Donc tous ces retours d'expérience, c'est très précieux aussi pour nous, pour pouvoir aussi penser le livre dès le départ par rapport à cette utilisation, penser comment il va pouvoir être utilisé par l'enfant et par les professionnels qui l'entourent. Et voilà, essayer qu'il soit plus qu'un livre, qu'il puisse servir vraiment de point de départ pour plein d'activités. Merci beaucoup. De votre côté, Anne, c'est plus une expérience dont vous allez nous parler. Oui, moi, le livre tactile, je pense il m'a ouvert des horizons de lectrice qui étaient encore insoupçonnés. Parce que je pense que j'ai connu la naissance du livre à illustration tactile. C'est un des privilèges de l'âge, ça. Parce que avant les années 90, le livre, pour moi, c'était le livre en braille, donc du texte. Ça, j'ai beaucoup lu en braille étant enfant et adolescente. C'était aussi le livre audio, donc soit des livres lus du commerce, même des albums, je pense au Tintin. J'ai une grande culture de Tintin parce que j'en ai beaucoup écouté, j'en ai regardé à la télé, donc Tintin c'est quand même une voix, c'est les aboiements de Milou, etc. Bon, là-dessus il y avait des référents, mais quand les livres tactiles sont apparus, ça a correspondu à peu près au moment où j'ai commencé à avoir des jeunes enfants autour de moi, et je me suis aperçue que ça me donnait une autre identité de lectrice, en ce sens que moi aussi je pouvais partager des expériences beaucoup plus sensorielles et partager une lecture à quatre mains en ayant vraiment un statut de lectrice, comme un voyant va commenter les images. Moi je commentais et décodais avec des enfants voyants, en l'occurrence c'était mes neveux ou mes filleuls,
on lisait à quatre mains les images. Et je me souviens, par exemple, moi j'ai usé, je crois, le boucle d'or et les trois ours des doigts qui rêvent. Voilà, donc c'est une demande déguisée. Et bah voilà, quand on arrivait à la page du chocolat, bah, on soufflait pour refroidir le chocolat sur la page. Et je me souviens de mon neveu qui dit ah ouais, puis il me prenait la main, il dit ah oui, là c'est la fumée du bol. Et donc il y avait cette expérience de lecture commune. Et pas plus tard que tout à l'heure, lorsque j'ai pu participer à l'atelier, m'est revenu vraiment, enfin oui, j'ai compris quelque chose en fait. Moi-même après, quand j'ai eu mon fils, mais je pense comme tout parent ici présent, on invente tous des histoires, notre routine du soir pour l'endormissement. Et je pense, après j'en sais rien, mais j'imagine que j'aurais pas inventé la même histoire si j'avais pas eu les livres des doigts qui rêvent entre les mains. Par exemple, moi, l'histoire que je racontais tout le temps, et il y a peu de temps que je la raconte plus en fait, c'était l'histoire du petit lutin. Et alors je disais à mon fils, je disais, il était une fois un petit lutin pas plus grand que ton petit doigt. Et donc, je prenais son petit doigt pour bien lui montrer l'échelle, qui vivait dans une forêt immense, allant du haut de ta tête jusqu'au bout de ton orteil. Et donc, c'était vraiment l'idée de l'échelle, quoi. Et alors ça, on ne peut pas savoir, mais je crois que je ne me serais pas autorisée tout cet imaginaire si j'avais pas autant touché d'illustrations tactiles. Donc je crois aussi que vraiment ces livres, bon, ils font énormément pour l'inclusion, ça je pense qu'on l'a tous compris, mais ils éveillent énormément aussi et ils libèrent l'imaginaire des personnes aussi qui ne voient pas et dont parfois l'imaginaire peut être un petit peu bridé parce qu'ils se disent est-ce qu'on se représente vraiment comme ça, etc. Et cette histoire du petit lutin, elle a pris sens aussi hier quand j'ai entendu toutes les... Enfin, il n'y a pas que hier d'ailleurs que je les avais entendues, parce que je les avais entendues aussi à la radio, toutes les cartes sonores de Laura Catabianchi, parce qu'elle était évidemment illustrée de bruits de la pluie, de la neige qu'on faisait avec nos voix. Et voilà, tout ça pouvait concourir plus ou moins à l'endormissement. Mais en tout cas, ce sont vraiment des expériences de vie qui ont une force énorme et qui contribuent aussi à montrer tout le pouvoir évocateur qu'il y a derrière un texte ou derrière une image tactile. Merci beaucoup Anne pour ce témoignage sensible. Et du côté de la bibliothèque, alors Hélène, une anecdote, une expérience, un projet? Alors d'abord, je n'ai pas pris la parole ce matin pour contredire quelque chose que vous avez été nombreux à dire, mais moi j'ai un contre-exemple sur l'album classique versus album adapté. Donc en bibliothèque, on fait l'été, quand les enfants sont au parc, ce qu'on appelle des BHLM, des bibliothèques hors les murs. Donc on emmène des bacs de livres et on s'installe sur une grande natte et on espère que les enfants vont nous privilégier au toboggan. Et donc, dans les livres tactiles que nous, on apporte à la BHLM, il y avait Amandine, il y avait 2-3 livres, et il y avait entre autres la version adaptée de La Petite Taupe. Et tous les enfants du quartier connaissaient déjà La Petite Taupe, qu'ils avaient vu à l'école, et en fait ne se rendaient pas forcément compte dès le début que c'était un album tactile. Et donc là aussi pour moi il y avait cette invitation de leur dire mais vas-y touche. Bon alors c'est pas le meilleur album qu'on a envie de toucher tout de suite, c'était un peu le défi d'aller retoucher les crottes des différents animaux, mais du coup on a parfois quand même ce côté où ce qu'on disait ce matin en fait on est tellement passé dans le visuel qu'en fait on remarque même pas tout de suite. Ils avaient bien remarqué que moi je lisais autrement et ils mettaient leurs doigts, parce que quand ils sont au CP ils suivent encore les lignes avec leurs doigts, donc ils mettent encore le doigt sous mon doigt, pas pour la même raison, eux pour suivre ce qu'ils lisent, moi pour lire en braille. Donc là aussi on a des mains qui se croisent comme le disait Anne, mais c'est vrai qu'il faut parfois avec les voyants les inciter à retoucher quand ils ont appris à lire. Et donc quand on a échangé avec Katia avant la table ronde, oui j'ai parlé d'une expérience qui montre à quel point en bibliothèque il faut qu'on communique sur les collections adaptées qu'on a aux enseignants, aux animateurs, aux différents professionnels qu'on croise.
Donc, on accueille régulièrement des centres de loisirs. Et puis, mes collègues un jour se rendent compte que, ok, il y a un groupe de centres de loisirs et puis il y a une petite fille qui est toute seule sur le tapis. Et puis, donc, ils vont s'adresser aux animateurs en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait cette petite toute seule? Ah, bah, elle est aveugle. On leur dit, mais pourquoi vous nous l'avez pas dit? En fait, on est quand même un lieu où on a plus de 100 albums tactiles. Donc, la prochaine fois que vous venez, prévenez-nous. Et donc, effectivement, on a été prévenus la fois suivante où cette petite fille est venue avec son groupe. Donc, elle était en maternelle. Et donc là, on a détaché, nous, un bibliothécaire qui lui a fait la lecture. On a sorti des livres tactiles. Donc, il y en a qu'elle connaissait par l'école, il y en a qu'elle découvrait. Et donc, tous les autres enfants étaient très, très intéressés. Elle a bien fait comprendre que là, c'était son moment de lecture à elle. Elle a renvoyé les autres enfants à lire leurs livres à eux, parce que là, c'était un peu sa revanche. D'avoir voilà, le moment dédié, quelqu'un qui était aussi prêt à l'accompagner vraiment, elle, en individuel. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement d'avoir... il faut savoir jongler entre les publics spécifiques, ceux qui font accompagner, les moments où on va proposer, je sais pas, 1 heure du conte avec effectivement quelques albums tactiles. Et puis à la fin, les publics sont sans doute mélangés dans la salle ou pas, ça dépend des jours. Et où à la fin, on pose tous les livres qu'on a lus sur le tapis et on peut faire une expérience plus en mixité des publics. Merci beaucoup. Du coup, le livre tactile peut aussi servir, j'allais dire, d'autres projets de médiation. Donc, on va passer la parole à Marie-Luce, que je vais présenter. Donc, tu es directrice de la Maison du Colonel, un tiers-lieu culturel, écologique et alimentaire à Amiens. Tu es par ailleurs vice-présidente de Isaac France et tu vas nous expliquer en quelques mots ce qu'est la communication alternative améliorée, en sachant que pour certains et certaines, il y a un atelier dédié tout à l'heure, donc là c'est une rapide introduction, et puis moi je vais passer quelques images. Donc commençons déjà par le commencement, qui est, est-ce que tu peux nous donner une rapide introduction de la CA? Alors, la communication alternative améliorée, pour le dire plus rapidement, on dit CAA, ce sont toutes les formes de communication que l'on peut utiliser quand on a difficilement accès à la parole, que ce soit pour des raisons expressives, troubles moteurs ou autres, ou que ce soit pour des raisons réceptives, à savoir lors de la compréhension. La CA s'est développée outre-Atlantique dans les années 70, est arrivée, et puis aussi outre-Manche, et est arrivée en France dans les années 80, 90, 2000, et aujourd'hui commence à être assez connue, en tout cas dans le secteur du médico-social. Et on va parler de communication alternative pour toutes les formes de communication qui vont remplacer la parole, donc par exemple des pictogrammes, que vous voyez déjà là sur l'album La chasse à l'ours, mais aussi la synthèse vocale ou des gestes et les signes issus de la LSF. Ce n'est pas de la LSF proprement dit, c'est vraiment du soutien langagé avec des signes. Et puis les synthèses vocales, je ne sais pas si je vous l'ai dit, en tout cas qui sont aussi des moyens alternatifs. Et on va parler de communication. Alors en alternatif aussi, il y a le clavier alphabétique, l'alphabet qui peut être pointé et qui peut servir pour communiquer. Et on va parler de communication améliorée lorsque ces moyens vont permettre de soutenir la communication en complément de la parole ou en complément de certains mots dans une phrase. Voilà pour l'introduction à la CA. Ce que je peux dire effectivement, c'est que c'est l'association Isaac francophone qui porte la diffusion de la CA en France, alors pas la diffusion concrète uniquement, mais en tout cas qui porte la sensibilisation de la CA, qui fait aussi de la formation, et qui est une association qui regroupe, sa spécificité, c'est de regrouper des utilisateurs de CA, des parents, familles, on va dire, et des professionnels. Donc on vraiment est dans un dialogue à trois qui est extrêmement enrichissant. Alors, du coup, on a un petit souci pour projeter les images, c'est pas très très grave. Du coup, comme Marie-Luce vous propose un atelier en suivant, là, on va se concentrer aussi sur l'utilisation de la CA, j'allais dire pour plutôt l'accueil, par exemple, notamment en bibliothèque. Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser un dispositif comme celui-là? C'est vrai que en fait, moi, j'ai accompagné les bibliothèques d'Amiens à connaître la CA. Et
Et je me suis rendu compte petit à petit que peut-être la première fonction de la CA, c'était à l'accueil, à savoir avoir une signalétique avec des pictogrammes. Donc il y a plusieurs... Tout à l'heure, je montre. Ah bah si, ça marche. C'est bon, super. Je pense que c'est arrêté. Donc du coup, je vais commencer par ça, effectivement. Peut-être déjà la préparation à la visite. Ici, on a un exemple en espagnol d'un scénario social pour expliquer qu'on va aller à la bibliothèque, ce qu'on va y faire, et qu'on va revenir. Alors là, c'est revenir al colegio, à l'école. Mais la préparation à la visite, ça peut être aussi des livrets de préparation où on va nous dire qui on va rencontrer, et ce qu'on va y faire, et ce qu'on va y voir. Donc ça peut être plus ou moins développé. Et ce qui est intéressant dans ces documents de préparation, c'est que ça peut aussi servir de souvenir de visite. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une préparation, on rentre avec chez soi et on a le souvenir. Parce que le problème lorsqu'on a des soucis de communication, c'est qu'il y a aussi une difficulté à parler de son expérience. Et avoir un support permet en fait de pouvoir partager l'expérience qu'on a eue par la suite. L'autre dimension de l'accueil, c'est... tu peux passer... je continue de parler, je verrai quand ça marchera. C'est un tableau de communication que nous avons fait avec Isaac Francophone pour les bibliothèques, qui est améliorable. Il y a des nouvelles versions qui ont été faites par d'autres personnes depuis. Donc il y a un tableau de communication un peu comme celui que vous avez vu sur la chasse à l'ours, qu'on a fait avec les bibliothèques d'Amiens, qui permet de dire un certain nombre de choses, des demandes, des inscriptions, des recherches de livres, le souhait d'avoir envie d'aller aux toilettes par exemple, etc. Il y a aussi des cartes de bibliothèque, et enfin pour terminer la signalétique, où la signalétique dans les bibliothèques, son vorillonnage dans les bacs peut être appuyé par des pictogrammes qui signifient ce qu'on va y trouver. Du coup, Sophie m'indique que le temps est quasiment écoulé, donc vous pourrez retrouver l'exemple de Papa Poule et la chasse à l'ours donc en CA tout à l'heure au cours de l'atelier. Un rapide mot de conclusion avant peut-être de prendre quelques questions quand même, ou remarques d'ailleurs. On l'a bien vu en fait avec toutes les interventions qui ont été faites. Le livre tactile illustré reste un outil en fait d'échange et d'inclusion assez incroyable et qui s'adresse finalement à tous les publics, spécifiques ou non. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, ou des remarques, ou des témoignages. Les fiches de médiation des livres littéraires, elles sont... Vous pouvez rappeler où elles sont accessibles? Les fiches de médiation, elles sont accessibles via un QR code qui est présent dans l'album, qu'on peut flasher, donc c'est totalement gratuit. Vous avez aussi sur le site internet, avant d'acheter l'album, vous avez un aperçu en fait de ce que vous pourrez trouver dans la fiche de médiation, un petit teasing. Et le premier album pour lequel tu en as fait, c'était... Parce que s'il n'y en a pas, si on prend un livre, il n'y a plus... Oui. Alors, pour les albums un peu plus anciens, avant qu'on développe cette idée de QR code, c'était accessible en ligne directement sur la page du livre sur le site internet des Doigts qui rêvent. Et maintenant, je crois qu'il y a des fiches pédagogiques également qu'on peut télécharger et que moi je vais directement mettre dans l'album pour quand je prête l'album aux enseignants pour qu'ils puissent prévoir vraiment des activités pour tous leurs élèves à partir des albums tactiles. Oui, je précise que ces fiches-là spéciales pour les enseignants, donc spécialement conçues pour des séances en classe, elles sont conçues par Camille Labousse, qui est ma collègue qui conçoit ces fiches. Bonjour, oui, j'avais une question au niveau psychomotricité. Du coup, à partir de quel âge vous utilisez les livres tactiles? Parce que vous avez dit, si je me souviens, que c'était, vous étiez plutôt ciblé sur les 0-6 ans. Et voilà, c'était pour savoir à partir de quel âge c'était le plus adapté. Et à partir de tout bébé. Souvent, on commence... on m'entend ? Oui.
On commence rarement avant 6 mois, mais dès tout bébé, on propose des livres tactiles. Après, on est parfois un petit peu plus précautionneux parce que quand on les apporte à la maison, c'est souvent pour les parents le premier contact avec le braille. Et tout de suite, on se projette aussi sur des questions d'apprentissage, du code de l'enfant. Et c'est quelque chose qui doit être accompagné parce que les parents peuvent être un petit peu secoués. En tous les cas, on commence souvent le plus tôt possible pour que les enfants soient en contact et qu'il y ait ces moments partagés d'attention conjointe aussi, parents-enfants. Donc on commence par des livres comme le petit livre des Je t'aime, le livre des caresses. Il y a la collection Oukou Pata et le nouveau Mala Explore qui est vraiment formidable sur les gestes qu'on peut appliquer sur les matières et ce qu'ils provoquent comme conséquence de la relation cause à effet. Merci beaucoup pour votre attention. Encore joyeux anniversaire aux doigts qui rêvent, surtout belle suite, belle continuation, plein de beaux projets. Et encore merci à toutes les 5 pour cet échange.